Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce second webinaire organisé par Cristal Décision et consacré à la fin des tarifs réglementés. Donc, je suis Laurent Ornez, manager énergie chez Cristal Décision, et donc j'ai à mes côtés Josépha Fleury. Bonjour Josépha. Bonjour Laurent et bonjour à tous. Et donc Josépha, c'est elle qui va vous parler de cette fin des tarifs réglementés avec un webinaire consacré plus spécifiquement cette fois à l'appel d'offres en lui-même, dans ce contexte un peu particulier où on a cette fin d'année un engorgement auprès des fournisseurs. Et puis donc là l'idée c'était aussi d'insister un petit peu sur le prix, sur les clauses contractuelles. Donc voilà, de rentrer un petit peu dans le détail des sujets pour vous aider à mieux analyser les offres des fournisseurs. Josépha, je te passe la parole. Oui, alors effectivement, l'objectif aujourd'hui, c'est de rentrer véritablement dans le détail, c'est-à-dire dans un premier temps, choisir votre stratégie d'achat et quels sont les éléments qui vont impacter cette stratégie. Le deuxième point, ce sera de prévoir l'impact de votre contexte d'entreprise sur une offre de prix que vous pourriez recevoir et sur les réponses de fournisseurs. Puis nous verrons de manière approfondie l'analyse des prix et l'analyse qualitative et les aspects qualitatifs qui peuvent avoir un impact sur une offre. Donc effectivement, vous le savez, la fin des tarifs réglementés de vente au 31 décembre 2015 a un impact non négligeable sur les réponses des fournisseurs que vous pouvez obtenir aujourd'hui. On a un contexte qui est très tendu. Donc c'est pour cette raison qu'on va d'abord insister sur la stratégie d'achat. Donc le premier point, lorsque vous allez mener votre appel d'offres, c'est véritablement de fiabiliser votre périmètre. Donc c'est-à-dire définir les sites qui seront intégrés à votre appel d'offres. Le point important ici, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de démarches qui sont en cours localement. Alors, on va prendre l'exemple d'une entreprise qui serait multisite, avec une gestion, par exemple, régionale, et certains sites qui auraient une gestion locale et qui auraient une gestion propre de leur contrat d'électricité. Si vous menez des démarches de manière centralisée, c'est important de vous assurer et de communiquer auprès de vos sites pour qu'il n'y ait pas de démarches en parallèle qui soient menées et qui risqueraient d'avoir un impact et notamment des pénalités que le site devrait payer. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de vous assurer également que vous disposez bien de l'ensemble des informations nécessaires. Donc on va parler d'historique de consommation, on va parler de paramètres du TURC. Ces éléments-là, vous pouvez les collecter auprès de RDF. Et enfin, le troisième point, quand on parle de fiabilisation du périmètre, c'est l'allotissement. Vous faites des interrogations, des choses comme ça, voilà. Voilà. Donc, à chaque fois, vous leur dites bien. C'est une question qui est importante dans la gestion de votre appel d'offres, l'allotissement. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous souhaitez allotir par segment, par exemple? Donc, quand on parle de segment, c'est un segment ERDF, donc qui peut être entre C1 et C5. C'est un allotissement, par exemple, par site ou en fonction des typologies de sites, ou est-ce que vous souhaitez un seul lot unique? Ça va véritablement dépendre de votre entreprise. Donc ensuite, le deuxième point, c'est la formalisation du besoin. La formalisation du besoin, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez toutes vos informations, effectivement, il faut les mettre en forme pour que le fournisseur puisse les digérer le plus facilement possible. Donc ça passe par le fait d'enregistrer les informations et de les présenter sous forme d'un tableau Excel et d'inclure les courbes de charge. Alors, on a prévu un exemple pour vous montrer un tableau type vous devez l'avoir sous les yeux. Un tableau type que vous pourriez envoyer avec vos fournisseurs où vous avez par exemple les lots, l'identification des segments, vous avez le type de contrat actuel, c'est important, est-ce que c'est un contrat régulé, est-ce que c'est un contrat dérégulé? C'est un point qui est important puisque si vous avez des contrats qui sont déjà dérégulés, ils sont déjà en offre de marché, il faudra connaître leur date d'échéance pour pouvoir les intégrer à l'accord cadre à cette date d'échéance uniquement. Donc bien évidemment le SIRET, tout ce qui est identification du site. Point important, la référence acheminement électricité, qui s'appelle également PDL, point de livraison. C'est un identifiant unique de votre compteur qui est présent sur votre facture et c'est cet identifiant qui vous permet de communiquer avec votre fournisseur ou avec URDF. Les dates d'échéance des contrats, votre situation actuelle au tarif réglementé de vente, la situation en TURC, et bien entendu tout ce qui est consommation et puissance souscrite. Et enfin, les commentaires, ça peut être par exemple si vous avez un contrat qui est, on va dire, atypique, typiquement
on a encore des bornes postes, c'est-à-dire des anomalies qui ne sont pas compatibles avec le TURP et le marché libéralisé. Donc, c'est des points importants que le fournisseur doit connaître. Donc, on revient maintenant à la présentation. Et donc, effectivement, vous avez formalisé les informations dans un tableau Excel. Important également, choisir une durée de contrat. Alors, on parle de privilégier les années civiles. Je vais vous montrer le lien eex.com, qui est le site sur lequel sont relevés les prix de fourniture en électricité. Alors, comme vous pouvez le voir, donc vous avez ici le tableau d'en haut, qui est ce qu'on va appeler la base. Sur le marché de l'électricité, on achète d'une part de la base et d'autre part, donc c'est ce qu'on a en dessous du PIC, qui sont deux produits financiers sur le marché de l'électricité. Ces deux produits, vous voyez, vous pouvez les acheter sur 2016, sur 2017, sur 2018. Donc, on parle de produits d'électricité qu'on achète par année. C'est pour cette raison que c'est important de privilégier, si possible, les années civiles dans la durée de votre contrat, c'est-à-dire avoir un contrat qui se termine plutôt en fin d'année, au 31 décembre d'une année, qui vous permettra de vous caler au mieux sur le marché de l'électricité et d'avoir des réponses des fournisseurs qui seront plus intéressantes. Et enfin, définir votre besoin dans un cahier des charges. C'est important d'être assez précis et de ne pas en demander trop aux fournisseurs puisqu'ils sont assez pris en ce moment. Enfin, la définition du timing, on disait également, pour préparer au mieux votre appel d'offres et les fournisseurs, il faut les avertir bien entendu au plus tôt, prévoir un timing dans votre cahier des charges, c'est-à-dire leur dire quand est-ce que vous souhaitez qu'ils répondent au premier tour, au deuxième tour, quand est-ce que vous avez prévu de signer le contrat. Et le dernier point, c'est on dit de prévoir 2 tours maximum. Je vais vous donner un exemple. On sait aujourd'hui que certains fournisseurs ne répondent pas à un 3e tour en électricité. Alors, ça reste le cas de certains fournisseurs. Dans certains cas particuliers, ils pourraient répondre à un 3e tour, mais pour sécuriser au mieux et effectivement garantir à votre fournisseur un appel d'offres fluide, partir sur 2 tours, ce sera plus facile pour vous et pour votre fournisseur. Donc, ici, on a pu voir l'ensemble des points nécessaires pour fiabiliser votre périmètre et préparer votre appel d'offres. Très bien, merci Josépha pour ces premiers éléments. Donc, on a bien compris comment préparer au mieux cet appel d'offres. Est-ce que tu peux nous dire maintenant quelles sont les autres caractéristiques, les autres facteurs influents sur les réponses, le niveau de réponse des fournisseurs et puis sur leur niveau de prix? Alors, effectivement, il y a un deuxième point à prendre en compte, c'est que votre entreprise et que votre contexte d'entreprise a un impact sur les offres que vous allez recevoir. Donc, on va parler d'abord du contexte de l'entreprise. Effectivement, le premier point, c'est la santé financière. C'est quelque chose à anticiper puisque les fournisseurs d'électricité regardent beaucoup ce point-là et en fonction de votre santé financière, vont plus ou moins vont répondre ou pas, d'ailleurs, puisque certains ne répondent pas si la santé financière est trop dégradée. Alors, ce n'est pas une fatalité puisqu'il y a des tas de solutions à mettre en œuvre. Ça peut passer par une garantie bancaire, ça peut passer par une garantie maison-mère, par exemple. L'important, c'est d'anticiper ce point-là au plus tôt. Le deuxième point, c'est le circuit de décision, puisqu'effectivement, sur le marché de l'électricité, les offres sont reçues le jour même et il faut signer un contrat dans l'après-midi qui suit la réception des offres. Donc, c'est important de connaître en amont quel est votre circuit de validation et de décision et qui va devoir signer le contrat. Alors, à titre d'exemple, on a eu le cas d'un client qui avait un board d'actionnaires qui devait intervenir et valider le contrat. Donc, vous imaginez bien que sur une journée, si on doit faire valider le contrat par une hiérarchie et par des actionnaires, c'est quasiment impossible. Donc, ce qui a été décidé, c'est de mettre en place un mandat seuil, un prix en dessous duquel l'équipe énergie et la direction de l'équipe énergie avaient la possibilité de valider le contrat sans repasser par les actionnaires. Donc, de la même manière, c'est des choses qui s'anticipent, qui sont bien, mais il faut simplement le prévoir. Et enfin, qui sera le signataire du contrat, puisqu'effectivement, il doit être présent le jour J, le jour où vous recevez les offres. Donc, ça, c'est sur le contexte de l'entreprise. Ensuite, l'autre point à prendre en compte, c'est les évolutions de votre entreprise et des projets à venir. Alors, notamment pour ce qui est de l'entrée et sortie de site. La question, ça va être de savoir est-ce que vous avez beaucoup d'entrées et sorties de site, est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent, est-ce que par exemple une sortie correspond à une entrée sur un périmètre et par exemple c'est un déménagement.
et auquel cas il va falloir être attentif à ces clauses de flexibilité puisqu'elles ont un coût, on le verra plus tard. Et enfin, le troisième point, c'est la gestion de votre contrat d'électricité qui peut également avoir un impact sur les heures que vous allez recevoir. Alors, notamment la facturation, est-ce que vous avez une facturation centralisée ou une facturation citative? Le fournisseur devra le savoir en amont. Alors, on a un exemple à vous montrer ici. Vous le verrez tout au long de la présentation, on a ponctué nos propos d'exemples. Alors, ce sont toujours des exemples et des cas particuliers sur certains clients avec certains fournisseurs qui nous permettent d'illustrer nos propos. Donc ici, le point qu'on soulève, c'est qu'on a un fournisseur qui, dans ce cas-là, propose une facturation regroupée à condition d'avoir un prélèvement à 12 jours, un prélèvement à 12 jours. Donc vous le voyez bien, et si vous passez sur un prélèvement à 15 jours, c'est plus cher. Donc on voit bien ici que la facturation citative ou groupée a un impact et il faut l'anticiper également. Il y a également les conditions de paiement, puisque certaines entreprises ont des obligations à respecter dans leur charte et leurs conditions d'achat, donc il faut l'anticiper. Et la dématérialisation des factures, est-ce qu'il existe un système de débit et prévenir le fournisseur pour être sûr qu'il puisse répondre à votre demande. Et enfin, le dernier point, qui est une recommandation, et c'est quelque chose qu'on dit souvent à nos clients, puisqu'on parle ici de contrat d'électricité, donc intervient régulièrement le service juridique dans le cycle de décision. Si c'est quelque chose... Sont coupés. Là-dessus. Et après, il te dit, il y a un pop-up qui s'ouvre avec run. Va peut-être sur run. Prix et clauses, est-ce que déjà on peut en savoir un peu plus sur la constitution des prix et sur le fait de savoir sur quels enjeux on va pouvoir tabler dans cette période de construction budgétaire pour les années à venir, surtout pour 2016, notamment du fait de la complexité des tarifs. Comment calculer, comment déterminer justement les enjeux de passage sur le marché du BRL? Oui, alors effectivement, maintenant que le besoin est formalisé, l'appel d'offres est lancé et vous avez bien préparé les éléments, la question qui se pose est de savoir comment calculer l'impact sur votre budget. Alors, le premier point, c'est d'être en mesure de déterminer votre dépense actuelle au tarif réglementé de vente. Donc, cette dépense actuelle dépend du barème du 1er août 2015. À partir de cette dépense-là, il faut soustraire et calculer la dépense au TURP, donc le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, qui est votre partie acheminement, qui est la partie qui est reversée à RDF notamment, qui est assise également sur le barème du 1er août 2015. Il faut retrancher également tout ce qui est taxes et contributions. Donc en électricité, il y a 3 principales taxes, la CSPE, la CPA et la TCFE. Enfin, vous retranchez la partie fourniture, donc le prix de fourniture véritablement que vous avez négocié, qui vous permettra d'arriver finalement aux économies ou aux pertes que vous allez réaliser. Puisqu'aujourd'hui, toutes les entreprises ne réalisent pas d'économies en passant sur le marché libéralisé. La particularité de ces différents éléments que vous avez calculés et que vous avez associés ensemble pour connaître l'impact sur votre budget, c'est qu'il y a une eurosaisonnalité. Alors notamment sur la partie TRV, sur la partie TURP, et également, ça peut arriver sur la partie fourniture, vous pouvez avoir une eurosaisonnalité. Une eurosaisonnalité, ça signifie que vous avez des prix qui sont différents en hiver et en été, et qui sont beaucoup plus élevés en hiver et beaucoup plus faibles en été, notamment sur le tarif réglementé de vente. Cette eurosaisonnalité, quand vous la retrouvez sur le TURP, effectivement, elle est plus faible. On n'a pas le même écart-type hiver-été qu'on peut observer sur les tarifs réglementés. Et enfin, vous avez votre prix de fourniture qui peut être eurosaisonnalisé également. Donc l'idée, c'est d'avoir en tête tous ces éléments et de les associer ensemble pour connaître votre impact et surtout votre impact également mois par mois, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, sur certaines offres, vous allez avoir intérêt à rester au tarif réglementé. Vous avez plus d'enjeux, si vous voulez, en passant sur un tarif libéralisé en hiver qu'en été. Donc si vous voulez connaître votre impact, c'est important de prendre tous ces éléments. Très bien, merci Josépha. Donc là, l'ouverture porte sur la fourniture. Est-ce que finalement, s'agissant de la fourniture, il ne suffit pas de comparer tout simplement, tout bêtement, les offres de 2 fournisseurs et pour savoir quelle est la meilleure offre?
Alors, dans cette partie qui suit, on voulait vous présenter effectivement tous les points, tous les différents prix que vous pouvez obtenir sur le marché libéralisé. Alors, la première spécificité des prix que vous pouvez obtenir, est-ce que c'est un prix avec abonnement ou un prix sans abonnement? Alors, on va vous présenter un exemple. Vous le voyez ici, dans la grille en haut, vous avez un prix avec abonnement. Donc, il est représenté ici, abonnement en euros par site par mois. Et ensuite, par an, vous n'avez pas d'abonnement. La question qui est liée avec cet abonnement, c'est que si vous avez une consommation qui est nulle ou proche de zéro, par exemple sur des petits contrats, le fait d'avoir un abonnement, ça fait une part fixe qu'il faut pouvoir compenser par la partie énergie. Ce qui est important ici, c'est de penser à prendre en compte cette partie abonnement. Alors quand on parle d'abonnement, ça peut être un abonnement de ce type-là, mais si un fournisseur ajoute un prix, par exemple, pour avoir accès à un espace client, c'est un prix fixe qu'il faut ajouter également dans votre partie abonnement et qu'il faut pouvoir intégrer pour calculer votre dépense totale. La deuxième spécificité qu'on observe sur les types de prix que vous pouvez obtenir par les fournisseurs, c'est-à-dire est-ce que vous avez un prix avec un turc intégré ou un prix de fourniture qui est hors turc, donc hors acheminement. Donc ici, on va vous présenter un exemple. Alors, vous avez dans la grille au-dessus, effectivement, une clause de contrat qui montre que les prix sont bien des prix énergie hors acheminement. Et dans la grille qui est située en dessous, vous voyez ici abonnement annuel, il n'y en a pas, et réservation de puissance, il n'y en a pas. Si vous aviez eu un abonnement, un prix avec un acheminement inclus, vous auriez eu ici un complément sur la réservation de puissance, qui est dépendant de votre puissance et de votre formule tarifaire d'acheminement, et un prix de fourniture, bien sûr, qui aurait été plus élevé puisqu'il aurait intégré la part acheminement qui est variable. La troisième partie, la troisième spécificité qu'on observe, c'est est-ce que vous souhaitez un prix par année civile ou est-ce que le fournisseur va vous faire un prix qui va être identique tout au long du contrat. Alors, ici, on a un exemple. Effectivement, vous voyez dans la grille au-dessus, on a un prix qui est différent en novembre-décembre, un prix qui est différent en 2016, un prix qui est différent en 2017. Vous voyez ici en dessous, on a un fournisseur, donc déjà d'une part, qui propose un prix avec une unité différente, et également un prix qui est unique, quelle que soit l'année. Vous le voyez ici en plus, on a un prix qui est bien plus élevé en novembre-décembre qu'en 2016-2017. C'est un prix effectivement qui est hiver, donc on sait que les prix sont plus chers en hiver qu'en été. C'est pour cette raison que c'est plus élevé. Néanmoins, il faut garder en tête que cet écart est à observer par rapport aux tarifs réglementés de vente. On parlait de l'euro-saisonnalité tout à l'heure, des tarifs réglementés. Elle existe bien et l'écart, si vous voulez, entre le marché et les tarifs réglementés existe également à ce niveau-là. Donc ensuite, on passe à la prochaine spécificité de prix qu'on peut observer, c'est-à-dire avoir un prix fixe ou avoir un prix indexé. Alors, le prix fixe, c'est vraiment généralement ce qu'on retrouve dans la majorité des contrats. Les prix indexés sont utilisés à quelques rares exceptions. On a pris un exemple pour vous montrer effectivement le type de formule qui peut exister sur des formules à prix indexés. Donc on voit que c'est un type de prix qu'on va appeler EUX plus K, c'est-à-dire une partie K qui correspondrait à ce que peut obtenir, enfin, ce que récupère le fournisseur et une partie prix marché. Donc on ne va pas s'attarder sur ce point-là parce que c'est assez rare, mais sachez que ça existe. Ensuite, on va parler des prix euro-saisonnalisés ou de prix qui sont identiques toute l'année. Alors de la même manière, ici on a trois exemples. Alors le premier exemple, qui est un prix unique, vous le voyez, on a un prix effectivement par période, c'est-à-dire par exemple 2015, 2016, 2017. Mais par contre, on a un prix qui est identique toute l'année, et quelles que soient les plages horaires. En dessous, vous avez le deuxième exemple qui correspond à des prix euro-saisonnalisés selon un découpage tarif réglementé de vente. Donc là, on va retrouver heures pleines d'hiver, heures creuses d'hiver, heures pleines d'été, heures creuses d'été, qui sont des découpages que vous avez déjà actuellement au tarif réglementé de vente. Et en dessous, on a un troisième découpage. Effectivement, c'est un point important, c'est-à-dire que tous les fournisseurs n'utilisent pas le même découpage et parfois vont vous proposer, donc ici typiquement, un fournisseur qui propose un découpage qu'on va appeler marché, avec d'un côté des heures pleines et d'un côté des heures creuses, et qui ne correspondent pas du tout à ce qui est existant aujourd'hui à votre différentiel heure pleine, heure creuse. Donc dans ces cas-là, il faut faire attention, c'est nécessaire de reprendre l'ensemble des consommations et de réappliquer les découpages qui sont propres aux fournisseurs. Donc on retourne à la présentation.
Effectivement, le point particulier sur l'euro-saisonnalité de ces prix, c'est aujourd'hui, si vous avez une activité qui vous permet, si vous voulez, d'améliorer votre performance énergétique en vous disant je vais diminuer mes consommations dans les périodes qui me coûtent le plus cher, ça peut être intéressant d'avoir un prix euro-saisonnalisé. Maintenant, si vous n'avez pas ce levier-là, le fait d'avoir un prix qui est identique toute l'année, ça vous permet d'avoir une meilleure lisibilité de votre grille tarifaire. On en vient à la dernière spécificité sur laquelle on voulait insister aujourd'hui par rapport aux différents prix. Est-ce que vous souhaitez un prix par site ou est-ce que le fournisseur vous propose un prix par site ou par lot ou est-ce que c'est un prix unique pour tous les sites? Alors de la même manière, on va présenter un exemple. Donc ici, vous avez une grille tarifaire où il y avait un appel d'offres, où on avait effectivement, dans ce cas-là, les lots 2, 3 et 4 étaient représentés. Sur le lot 2, on voit en plus qu'on avait deux segments, donc un segment C4 et un segment C3, donc, qui sont les segments, les découpages de RDF. Comme vous le voyez, le fournisseur a proposé un prix pour le lot 2, un prix pour le lot 3, un prix pour le lot 4, et même plus exactement deux prix pour le lot 2 en fonction du segment. La question qui se pose vis-à-vis de ce type de prix, c'est-à-dire est-ce qu'il vaut mieux choisir un prix par site ou un prix unique pour l'ensemble des lots, ça va dépendre de votre activité, puisque effectivement, si vous avez un prix qui est identique, quels que soient vos sites, quelque part, les sites les plus consommateurs et les sites qui ont les meilleurs profils, qui pourraient avoir les meilleurs prix, vont avoir un prix dégradé par rapport aux autres sites. Et si vous voulez, il y a une solidarité qui s'installe plus ou moins entre les sites et certains vont payer pour les autres, pour parler de manière synthétique. Donc, ce qui signifie que si vous n'avez pas la possibilité de mettre en place ce type de fonctionnement, à ce moment-là, il faudrait partir sur un prix par site ou un prix par découpage régional, par exemple, si c'est quelque chose qui est plus propre à votre entreprise. Alors, on a un dernier exemple de grille tarifaire, puisque vous l'avez vu, on a parlé, on vous a présenté 6 spécificités différentes. On a eu le cas une fois chez un client où un fournisseur nous avait répondu avec une grille de ce type-là. Donc, vous le voyez, on a un prix 2015, un prix 2016, un prix 2017 et un prix 2018. Et sur chacune de ces années, on a en fonction des lots, en fonction des segments et en fonction des classes euro-saisonnières, des prix différents. Ce qui fait qu'à la fin, on s'était retrouvé avec une grille tarifaire avec 240 prix différents à appliquer pour connaître le budget total annuel. Donc, c'est pour ça que c'est important de discuter en amont l'ensemble de ces points et de savoir d'avance, avant de démarrer votre appel d'offres, sur quoi vous voulez partir, ou en tout cas anticiper au mieux, pour éviter effectivement de vous retrouver avec des grilles tarifaires avec un grand nombre de prix différents et de complexifier finalement l'analyse. Très bien, on voit effectivement que ce n'est pas si simple de comparer les offres et qu'il faut quand même être bien vigilant sur la constitution des prix, qui peuvent être vraiment très très différents d'un fournisseur à un autre et qui fait qu'on peut facilement se retrouver induit en erreur dans l'analyse. Donc là, on parlait des prix. Est-ce qu'au-delà des prix, est-ce qu'il y a d'autres facteurs, d'autres caractéristiques qui seraient susceptibles d'influer la valorisation d'une offre d'un point de vue financier? Oui, alors effectivement, c'est vrai qu'on parle de prix de fourniture, mais derrière, il y a d'autres éléments qui se cachent, qui sont souvent des lignes plus ou moins petites dans les contrats et qu'il faut savoir également lire et y intégrer pour être en mesure de calculer finalement le prix final de votre fournisseur. Alors, de la même manière, on a souhaité illustrer l'ensemble de ces points par des clauses de contrat, les exemples qu'on a pu rencontrer. Donc, le premier point qu'on peut évoquer, ce sont les coûts de C2E, donc de certificat économie d'énergie. Alors, vous le voyez ici, on a en haut un exemple avec des coûts de certificat économie d'énergie inclus. Vous le voyez ici sur la grille en jaune. Et en dessous, on a un exemple où les prix ne sont pas inclus et le fournisseur précise bien que c'est un coût à 0,71 € du mégawattheure. Alors, ici, on est sur des clauses qu'on a observées chez le même fournisseur, mais dans deux cas différents. Donc, c'est un point important, les coûts de C2E, puisqu'effectivement, on sait que certains fournisseurs le précisent, d'autres ne le précisent pas. Et d'autres vont également vous demander un coût supplémentaire ou le faire apparaître en cours de contrat. Donc, c'est important que ce soit précisé sur votre contrat. Ensuite, on va parler des coûts de sous-tirage RTE. Donc, c'est un coût qui est réglementaire, qui apparaît à partir du moment où vous arrivez sur le marché libéralisé, qui n'existait pas auparavant. Donc, ce coût de sous-tirage RTE, de la même manière, vous le voyez en haut, on a un exemple de clause où on indique effectivement que les coûts de sous-tirage physique sont facturés en Suisse, vous le voyez ici. Et sur l'exemple en dessous,
c'est un prix qui comprend le coût de C2E et pour le coup qui comprenait également le coût de sous-tirage. Donc c'est également le type de point qu'il faut avoir en tête lorsque vous analysez votre offre. Effectivement, on parle de coût de C2E et de coût de sous-tirage RTE. Vous l'avez vu, on est d'un côté à 0,71 € du mégawattheure, qui n'est pas un coût réglementaire, qui est variable selon les fournisseurs, et ici un coût qui est à 0,15 € du mégawattheure, qui pour le coup est réglementaire. C'est vrai qu'on est sur des coûts qui peuvent être, a priori, paraître peu importants, mais vous allez le voir, quand on met bout à bout finalement chacun de ces points, on peut arriver à des différences qui sont non négligeables et qui peuvent vous faire basculer sur un fournisseur ou sur un autre. On parle aussi de frais de gestion du contrat. C'est dans le sens où il est nécessaire de s'assurer que dans votre contrat, c'est bien indiqué que si vous souhaitez faire par exemple un changement de puissance, le fournisseur se contentera de répercuter à l'euro les coûts qui sont indiqués dans le catalogue de prestations ERDF et qu'on ne vous demanderait pas par exemple des coûts supplémentaires si vous souhaitez changer de puissance. Alors ensuite, on va parler du marché de capacité. Le marché de capacité, c'est un mécanisme qui va être mis en œuvre et qui va apparaître à compter du 1er janvier 2017 sur les factures des clients et des consommateurs d'énergie. Donc ce mécanisme, il a pour objectif de sécuriser l'approvisionnement d'électricité en France pendant les périodes de pointe et de responsabiliser finalement les fournisseurs et les clients par rapport à leur consommation en impliquant un prix supplémentaire. C'est un complément de prix en fait qui va apparaître sur vos factures. Alors, à ce stade, effectivement, il y a un certain nombre de points qui restent à définir. C'est-à-dire que le mécanisme et les règles sont connus, mais le prix de ce mécanisme de capacité, lui, n'est pas connu. Par contre, les fournisseurs l'incluent déjà dans vos contrats. Alors, c'est quelque chose qui apparaîtra uniquement à compter du 1er janvier 2017. Donc, c'est pour ça que c'est important, dès à présent, de se préoccuper de ce point-là. On a pris des exemples de clauses, 3 notamment, qu'on a retrouvé dans des contrats récemment, puisque, alors ici on présente des clauses qui sont récentes, puisque c'est des choses qui évoluent beaucoup. Il y a encore 6 mois, on était sur des 6 mois, même début de cette année, on était sur des clauses qui étaient complètement différentes. Donc on vous présente les clauses les plus récentes. Donc ici, vous avez en haut un fournisseur qui propose d'une part un prix fixe, d'autre part un prix indexé. Et le client doit choisir, doit faire un choix dès maintenant, doit dire je décide de payer ce prix-là, ou alors j'attends de voir. Et éventuellement, je paierai en fonction du coût réel de cette capacité. On a un deuxième exemple où on a un fournisseur qui, entre guillemets, se mouille un peu moins, puisqu'il ne propose pas de formule, mais indique qu'il refacturera à l'euro au client le coût de cette capacité. Et on a un troisième exemple, où on a une formule également, mais une formule qui est différente, puisqu'on n'a pas, si vous voulez, par rapport à la première formule où on avait finalement un 0,478 plus un coût de capacité. Ici, on a directement le coût de la capacité, qui signifie que finalement, si le prix de la capacité est à 0, vous ne paierez pas de coût spécifique pour cette capacité. Donc voilà, c'est des choses qui sont encore assez complexes au sein des contrats, on entend tout à fait, mais c'est nécessaire de l'intégrer pour être sûr que finalement, vous ne paierez pas beaucoup plus cher quand vous trouverez sur vos contrats en 2017. Ensuite, on a la question du swap arène. Alors, le swap arène, il a pour objectif de vous permettre, par exemple, en cours de contrat, s'il y a un intérêt, à repasser sur une offre avec un prix arène, puisque on sait que tout le monde y a droit. Alors, ce swap arène a la spécificité de ne pas apparaître sur tous les contrats. On voit plus spécifiquement sur les gros contrats. Et ça va être également une formule qui va dépendre du fournisseur, qui n'est pas toujours la même. Petit point de spécificité, c'est que le swap arène intègre déjà le marché de capacité. Donc, vous voyez déjà que si vous avez un contrat qui vous laisse de la flexibilité à la fois sur le marché de capacité et sur le swap arène, pour la fin 2016, début 2017, ça vous laissera plus d'opportunités d'adapter votre contrat. On a des exemples également. L'objectif, c'est pas de rentrer dans le détail, mais de vous montrer des formules, de vous montrer à quoi ça peut ressembler. Ici, on a un premier exemple de fournisseur, donc qui dépend effectivement d'une puissance arène, des prix de marché et des prix arène. Et ici, on a un deuxième exemple de formule qui peut intervenir sur vos contrats concernant le swap arène. Donc ensuite, on a la partie regroupement de factures. Alors effectivement, on va parler de regroupement et à la fois de facturation suite à site. Puisque vous l'avez vu tout à l'heure, on vous a montré un exemple où effectivement il y avait un impact sur le prix par le fait de regrouper les factures. Certains fournisseurs, ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'on va vous demander de payer plus parce que vous souhaitez facturer site à site.
Ici, on peut vous montrer justement un exemple de ce cas-là, où là, on a un fournisseur pour regrouper vos factures en un seul paiement. Vous demandez de payer 1,97 € par client. Voilà. On a aussi la partie espace client des comptes de charge. Donc, la question ici, c'est d'être sûr que finalement, vous avez un espace client qui vous convient et que vous n'allez pas payer plus cher. Typiquement, on a un exemple, on a un fournisseur qui vous propose de consulter vos factures gratuitement d'une part. Par contre, pour ce qui est de disposer d'une consommation globale vision globale de vos consommations, typiquement en export Excel avec vos consommations à l'année, vous devez payer un service supplémentaire. Et si c'est des sites en télérelevé avec des comptes de charge, c'est encore un coût supplémentaire qui est d'autant plus important. Donc ça fait également partie des choses à prendre en compte. On a également ce qu'on peut voir apparaître sur certains contrats, on a parlé d'allotissement tout à l'heure. Si vous décidez d'allotir vos contrats et que vous décidez de proposer à un fournisseur de répondre séparément sur un lot ou deux lots ou trois lots, vous pouvez également lui demander d'avoir une remise s'il se voit attribuer plusieurs lots. Donc typiquement, ce qu'on a pu observer chez un de nos clients, un fournisseur qui proposait, si le client retenait la fourniture, le fournisseur pour la fourniture des lots 1 et 2, c'était une réduction de 0,2 € du mégawattheure pour la durée totale de l'heure. Donc c'était intéressant. Ensuite, vous allez à partir de délai de paiement. Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on a rencontré chez un de nos clients. C'est-à-dire que le client, dans son cahier des charges, a demandé un paiement par prélèvement à 30 jours. Le fournisseur a répondu, d'accord, par contre, quand on rentrait dans les détails des petites lignes, c'était effectivement un prélèvement à 30 jours avec une formule liée au paiement différé. Donc une formule en plus difficile à comprendre et à appliquer. Et cette formule-là indiquait que en fait, c'était simplement que le prix était majoré pour pouvoir payer par prélèvement et plutôt à 30 jours qu'à 15 jours. Donc faites attention également quand vous faites une demande à votre fournisseur qui vous répond qu'il est d'accord que ça n'engendre pas un paiement supplémentaire par la suite. Et enfin, on a le coût de gestion du contrat unique. Effectivement, ce qu'on peut rencontrer dans certains cas, c'est qu'un fournisseur va vous demander de payer une somme puisqu'il gère votre contrat. Donc ce n'est pas un contrat, c'est l'opposé du contrat CARN, c'est-à-dire c'est le fournisseur qui gère votre contrat avec ERDF. Donc, on ne rencontre pas ça dans tous les cas, mais notamment dans ce cas-là, par exemple, le fournisseur facturait cette prestation à 165 € par mois et par site. Donc on s'aperçoit qu'en fonction du nombre de sites, ça peut être non négligeable. Très bien, merci Josépha. Nous voyons que finalement, il n'est pas si évident que ça de comparer les offres et que de nombreux facteurs et clauses influent sur la formation du prix final et qu'il faut donc être très vigilant et attentif à toutes ces caractéristiques pour mieux évaluer les offres et comparer entre les fournisseurs. Maintenant, pour autant, est-ce qu'on a d'autres caractéristiques? Donc là, on parlait d'un point de vue financier. Est-ce que qualitativement, quels seraient les autres facteurs déterminants et différenciants entre les offres pour pouvoir mieux comparer les autres fournisseurs? Alors effectivement, vous le verrez, une fois que vous aurez fait toute cette analyse sur vos prix, que vous aurez intégré l'ensemble des points qui peuvent avoir un impact sur votre prix, vous arriverez certainement à une comparaison avec des différences qui sont parfois très faibles d'un fournisseur. On parle de différences de prix inférieures à 1 € du mégawattheure et puis généralement plutôt autour de 10, 20, 30, 40 centimes d'euros du mégawattheure. Donc c'est un cas qu'on a eu très récemment. On a eu un de nos clients qui s'est retrouvé dans le cas avec deux offres très proches. Et à ce moment-là, comment choisir? Puisqu'effectivement, sur ce type de produit, d'achat d'électricité, on n'a pas de différence de qualité d'électricité. C'est la même électricité qui est livrée chez tout le monde. Donc finalement, comment juger un fournisseur? Donc ici, on a repris les différents points qui peuvent vous aider à juger entre plusieurs fournisseurs et à faire votre choix du meilleur fournisseur. Alors le premier point, c'est effectivement l'espace client. La plupart des fournisseurs en proposent un, mais ils n'ont pas tous les mêmes fonctions. Donc ça peut être un point différenciant si c'est quelque chose qui est important pour vous. On peut vous conseiller de faire un test de ces espaces clients. Tous les fournisseurs peuvent vous proposer des codes tests et vous permettre effectivement de juger par vous-même et de faire le comparatif par vous-même. Vous avez la flexibilité. Alors on a déjà parlé plus tôt de cette flexibilité. La flexibilité, c'est la capacité que vous aurez à faire entrer et sortir des sites sur votre contrat. Effectivement, pour rappel, c'est différent de l'engagement de consommation.
puisque les contrats d'électricité n'ont pas d'engagement de consommation. En revanche, pour le futur, il faut anticiper, savoir si vous allez ajouter ou soustraire des sites à votre périmètre. Cette flexibilité, elle peut s'exprimer en nombre de sites ou en volume de consommation. Alors, de la même manière, on a des exemples. Je ne sais pas de lire l'ensemble de ces textes, mais de vous montrer les différences qui peuvent exister. Donc ici, on avait une flexibilité en haut qui est en fonction du nombre de sites et ce qu'on va appeler avec compensation. Donc typiquement, vous avez une flexibilité où vous avez le droit d'ajouter et soustraire des sites dans la fourchette moins 10%, plus 10%. Certains fournisseurs vont vous proposer cette fourchette également, plus 10%, moins 10%, mais sans compensation. C'est-à-dire que, à moins que, par exemple, cet ajout en fait site se fasse le même jour, finalement, le site que vous allez entrer et le site que vous allez sortir vont compter plus ou moins 2 fois dans votre périmètre. Ce qui fait que vous n'avez pas la même latitude par rapport à la clause précédente. Et enfin, vous avez la possibilité aussi d'appliquer cette clause soit sur un nombre de sites, soit sur un volume de consommation. Alors, quand je dis que vous avez la possibilité, ce n'est pas tout à fait ça, puisque ça va surtout dépendre du fournisseur et de votre périmètre. Certains fournisseurs vont vous proposer d'appliquer uniquement sur la consommation, d'autres uniquement sur le nombre de sites et d'autres sur les deux. Donc ça va dépendre véritablement de la réponse du fournisseur. Cette flexibilité, elle peut s'exprimer effectivement en pourcentage, donc plus 10%, plus ou moins 10%, plus ou moins 15%, plus ou moins 5%. De la même manière, je vais vous présenter, alors, on a 2 exemples récents à ce propos-là. On avait par exemple un de nos clients qui s'avère être en restructuration avec des sites finalement qui allaient être fermés dans l'année qui vient. Donc on a négocié le nouveau contrat et on a dû arbitrer sur des sites qui allaient être fermés. Et la question était de savoir est-ce qu'on les intègre ou pas à l'appel d'offres. Donc on a défini sur ces sites quels seraient ceux qui intégreraient l'appel d'offres et ceux qui ne seraient pas compris dans l'appel d'offres et qui passeraient plutôt sur une offre transitoire finalement, le temps d'être fermés pour éviter de pénaliser le contrat en cours. À l'inverse, on a l'exemple d'un client industriel qui a 2 sites. Et pour lui, la flexibilité, finalement, il n'en a pas besoin, puisqu'il n'a pas prévu ni d'entrée ni de faire sortir de site, puisque ce sont des gros sites avec des grosses consommations et qu'il n'y a pas ce jeu de fermeture et d'ouverture de site. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de prévoir une flexibilité. Il faut savoir que cette flexibilité, elle a un coût. Et donc, au plus vous allez demander une flexibilité importante, au plus votre fournisseur va faire augmenter votre prix de fourniture qu'il va vous proposer. Donc, c'est également un point important à prendre en compte. Donc, on revient sur notre présentation. On a également le suivi et le reporting qui peut avoir un impact sur votre décision et votre choix de fournisseur, notamment par exemple la relation client qui peut être en lien aussi avec ce suivi et ce reporting-là, c'est-à-dire est-ce que vous avez une équipe dédiée, est-ce qu'elle est prédéfinie, est-ce que vous connaissez déjà les interlocuteurs. L'autre point qui peut jouer, c'est le positionnement du fournisseur. Alors, de la même manière, on va retomber sur un exemple récent avec un de nos clients qui s'est retrouvé dans le cas typique où finalement il avait 2 offres identiques sur le plan financier et il a dû décider et il y avait très peu de différence entre les fournisseurs. D'un côté, on avait un fournisseur qui était un fournisseur habitué à des gros consommateurs et qui commence à s'ouvrir sur des consommations un peu plus modérées. Et de l'autre, on avait un fournisseur plutôt nouvel arrivant sur le marché, avec dans sa base client plutôt des petits clients ou des gros clients. Donc, finalement, l'entreprise a préféré se retrouver un gros client chez un fournisseur moyen plutôt que d'être un petit client chez un gros fournisseur. C'est également un point qui peut vous aider à décider et à faire votre choix de fournisseur. Sur les derniers points qu'on peut répertorier, on a également les outils de dématérialisation qui sont proposés par le fournisseur, à savoir est-ce qu'ils correspondent bien à votre besoin. On a la capacité du fournisseur à vous proposer un conseil en performance énergétique. Et enfin, on a également l'optimisation des contrats, c'est-à-dire, alors typiquement, on a un exemple à vous présenter, c'est-à-dire que là, on avait un fournisseur qui se proposait une obligation de moyens sur les optimisations des contrats avec un suivi qui avait été mis en œuvre, qui avait même été défini dans le contrat, qui permettait de faire le suivi de la mise en œuvre de changements de puissance et d'optimisation de contrat. Voilà, c'est la question, c'est est-ce que votre fournisseur vous propose l'ensemble de ces éléments. Alors, ici, on a une liste de sujets qui sont purement qualitatifs, avec parfois un impact sur le prix, mais qui vous permettent également de distinguer les fournisseurs entre eux si vous avez des offres qui sont très proches. Ils sont non exhaustifs, puisque parfois, ça peut être des points qui sont propres à votre entreprise et à votre politique achat qu'il faut prendre en compte.
Bien, merci. Donc, beaucoup de points à valider et auxquels il faut être attentif. Donc, avant d'aborder justement une sorte de petit résumé, de petite synthèse de ces sujets, nous vous rappelons que vous avez la possibilité de nous adresser des questions, puisque nous arrivons bientôt au terme de notre présentation. Donc, si au cours de cette présentation, il y a des interrogations qui vous sont venues, n'hésitez pas à nous les adresser. Nous essaierons d'y répondre juste après. Voilà. Donc, Josépha, en résumé, est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse d'exercice difficile de ce que tu viens de nous dire en quelques mots? Oui, alors, si on fait une synthèse de ce qu'on vient de se dire pendant ces 40 minutes ensemble, le premier point, c'est qu'effectivement, il faut bien définir sa stratégie achat, la choisir, et surtout en fonction de votre contexte et du contexte marché actuel qui est très tendu. Le deuxième point, c'est calculer votre impact budgétaire. C'est vrai que c'est important de savoir quel va être l'impact sur vos dépenses l'année prochaine. Le troisième point, ça va être l'analyse des offres sur les plans qualitatifs et quantitatifs. Le quatrième point, c'est le fait de choisir votre fournisseur et de signer votre contrat. Vous le savez, c'est quelque chose qui se fait assez rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut traiter en amont un maximum de points, les aspects juridiques, les aspects qualitatifs, pour finalement n'avoir plus qu'une discussion sur le prix avec votre fournisseur le jour où vous signez votre contrat. Et la question, maintenant que vous avez fait l'ensemble de ces points-là, vous avez choisi, vous avez un nouveau fournisseur, et après, qu'est-ce qui va se passer avec le début de la fourniture? Alors effectivement, il y a la bascule, vous le savez, c'est quelque chose de complètement transparent, une bascule d'un fournisseur à l'autre, mais il y a ensuite la mise en place du contrat, le suivi de la mise en place de certaines optimisations. Donc effectivement, c'est des points qu'il faudra approfondir. Ce qu'on vous propose prochainement, c'est on vous présentera un nouveau séminaire dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, et à ce moment-là, on abordera effectivement ce point-là de et après. Que se passe-t-il quand on a changé de fournisseur? Comment on peut faire le suivi du contrat? Quels sont les outils qu'on peut mettre en place? Très bien, merci. Donc, justement, on parlait de l'après. Il y a déjà une première question d'actualité, puisque j'ai une personne qui vient de recevoir un courrier d'EDF, donc il ne sait pas trop quoi faire. Il parle d'une offre d'un contrat, il parle d'une offre de prix, une offre transitoire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Nos clients reçoivent en ce moment, ça y est, les courriers d'EDF sur l'offre transitoire. Donc, qu'est-ce que c'est l'offre transitoire à l'issue de la fin des tarifs réglementés de vente? Toutes les entreprises qui n'auront pas basculé au 1er janvier passeront sur ce qu'on appelle un contrat en offre transitoire. C'est-à-dire un contrat EDF qui n'est plus le tarif réglementé, donc vous changez de contrat, qui va durer 6 mois. Donc à l'issue de ces 6 mois, ce qui est dit, c'est que la fourniture ne sera plus assurée. On peut imaginer qu'il y aura un sursis qui sera mis en place, peut-être quelques mois, mais pas plus. Et donc cette offre transitoire que vous recevez, donc on a analysé certaines de ces offres qu'on a pu recevoir également. Donc on vous propose un prix avec une part abonnement et une part énergie qui est plus ou moins le même modèle que ce que vous avez aujourd'hui au tarif réglementé de vente, avec des prix qui sont un peu plus faibles en hiver que ce qui est aujourd'hui au tarif réglementé, mais beaucoup plus élevés en été. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'aujourd'hui, sur cette offre transitoire, l'objectif est d'amener un maximum de clients à basculer en marché libéralisé avec effectivement des prix qui sont peut-être un peu moins élevés que le tarif réglementé en hiver, mais ça permet aussi finalement qui ont déjà entrepris leur démarche et qui sont en cours et qui basculeraient sur janvier, février, ne seraient pas pénalisés finalement par cette bascule sur l'offre transitoire. Très bien. Donc une deuxième question que nous recevons concerne la construction budgétaire qu'on a évoqué rapidement au début. On a vu qu'il y avait plein de types de prix différents, mais c'était malgré tout souvent des prix fixes. Comment établir justement ces prévisions budgétaires? Est-ce qu'on peut tabler sur un prix, sur un budget fixe dès lors qu'on a signé un prix fixe avec le fournisseur? Alors effectivement, dans le calcul de votre nouveau budget, vous allez intégrer une part fourniture, une part taxes et contributions et une part sur acheminement. Alors le premier point qui va faire varier votre budget finalement, c'est les consommations. C'est le premier sujet, effectivement. Vos consommations évoluent d'une année sur l'autre, forcément votre budget va évoluer. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la partie acheminement de TURP. Vous l'avez vu, on a parlé d'un barème du 1er août 2015, ce qui signifie que tous
les ans, l'acheminement est amené à évoluer. La dernière évolution s'est située entre 0 et 1% en moyenne en fonction des contrats. Donc, c'est un point à prendre en compte. Le dernier point, qui est un des points aussi importants qui a un impact, c'est les taxes et contributions. Alors, on va parler principalement de la CSPE. Aujourd'hui, la CSPE est à 19,50 € du mégawattheure. Ça peut représenter environ 20% de votre dépense. Ça va dépendre, hein, bien sûr, des sites, mais globalement, on peut parler d'environ 20% de la dépense. Donc, il faut savoir que la CSPE doit évoluer normalement au 1er janvier de l'année prochaine. Elle doit évoluer encore de 3 € du mégawattheure en plus. Bon, en ce moment, on a des discussions qui ont lieu entre le gouvernement et la CRE pour voir comment va évoluer justement cette CSPE. Et la question est de savoir si elle serait portée par d'autres énergies, comme le gaz, comme les autres carburants, et de la répartir sur les autres énergies, puisque la CSPE a pour objectif à 70% de financer les investissements en énergie renouvelable. Donc pourquoi est-ce que l'électricité serait la seule énergie à supporter finalement ces coûts-là? Donc voilà, c'est des discussions qui sont en cours. Aujourd'hui, on peut tabler sur éventuellement une hausse à 3 € l'année prochaine, qui déjà impacterait largement votre budget. Merci. Donc peut-être une dernière question qui est relative aux atypismes que tu as aussi évoqué rapidement au début. C'est une question sur le cas des EJP. Comment gérer ces EJP? Alors donc les EJP, ce qu'on appelle un contrat EJP, c'est un contrat effacement jour de pointe. Donc les contrats EJP qui listaient au tarif réglementé de vente avaient pour particularité d'avoir un coût très élevé en ce qu'on appelle pointe mobile. Donc certains jours dans l'année, il y avait un prix très élevé et le site qui était sur ce type d'offre, historiquement, s'effaçait du réseau, c'est-à-dire consommer de l'électricité par un autre moyen de production, par exemple un groupe électrogène qui était présent sur le site. Alors aujourd'hui, il faut savoir que historiquement, c'est des contrats qui étaient intéressants, mais les dernières évolutions tarifaires ont fait que ces contrats le sont de moins en moins. C'est plus intéressant même d'être parfois en tarif réglementé sur un contrat base que sur un contrat EJP, c'est la majorité des cas. La spécificité de ces contrats EJP, c'est qu'ils n'existent plus au marché libéralisé. Donc, ils disparaissent. Pour les sites qui seraient dans ce cas-là, il faut présenter ce point à votre fournisseur, l'indiquer. Il y a une intervention RDS qui est pratiquée sur le site ou à distance en fonction de votre installation, puisque ça peut nécessiter une reprogrammation de votre compteur et qui fait que par contre, quand vous passez sur le marché libéralisé, vous devez choisir votre contrat sans cette spécificité EJP. On a encore beaucoup de questions qui nous parviennent. Peut-être une toute dernière. Et puis ce qu'on vous propose, c'est que ensuite vous n'hésitez pas bien sûr à nous adresser vos questions. Voilà, on en prendra compte et puis on tâchera d'y répondre par mail. Donc une dernière question sur la durée de contrat à choisir pour se garantir de l'évolution des prix de marché. Est-ce que tu as un avis là-dessus, Josépha? Dans ta boule de cristal, quelle serait quelle est la nature de tes réflexions? Alors, effectivement, c'est une question qu'on nous pose très souvent. Comment anticiper au mieux les prix de marché? Donc aujourd'hui, on peut se baser déjà dans un premier temps sur un historique. On sait que les prix de marché, historiquement, en ce moment, cette année, sont assez bas, voire même très bas, et qu'il y a un véritable intérêt à passer sur un marché libéralisé, profiter de ce marché aujourd'hui. Alors, après, à savoir quelle durée en fonction de l'évolution du marché. C'est vrai que c'est une question complexe et qui va plutôt dépendre de votre activité. C'est-à-dire que est-ce que vous êtes dans une activité qui vous inciterait à privilégier une visibilité budgétaire sur du long terme ou sur du moyen terme? Est-ce que vous avez des ressources nécessaires qui vous permettraient de lancer un appel d'offres aujourd'hui, de le relancer dans 1 an et de le relancer dans 2 ans? Ou plutôt, c'est quelque chose finalement, c'est une réflexion que j'ai eue de la part d'un de mes clients hier qui me disait, moi je préfère partir sur un contrat de 38 mois. C'est pas mon métier. Je ne vais pas relancer un appel d'offres dans 2 ans. Je préfère partir le plus longtemps possible et m'assurer une visibilité budgétaire avec un prix aujourd'hui qui est bon et qui va me permettre de durer dans le temps avec un contrat de ce type-là. Maintenant, effectivement, à savoir, est-ce qu'on sera mieux ou moins bien que le marché dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans par rapport au prix que vous aurez choisi?
quelque chose qui est assez complexe à répondre, puisque vous le savez, il y a beaucoup d'éléments qui jouent sur le marché de l'électricité. Il y a tout un tas d'acteurs et de facteurs qui rentrent en compte dans la définition de ce prix. Et ça peut être aussi des catastrophes naturelles, ça peut être des points exogènes qu'on peut malheureusement pas prévoir avec 1 an, 2 ans, 3 ans. Très bien, merci. Donc, merci pour votre attention à tous. Donc, nous arrivons au terme de ce webinaire en espérant que nous avons contribué à répondre à certaines de vos interrogations qui vous permettront aussi de mieux gérer votre appel d'offres. Donc, on vous souhaite une bonne fin de journée et comme je vous le disais tout à l'heure, on vous dit à une prochaine fois pour un prochain webinaire. Et puis, surtout, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci pour votre attention et bonne fin de journée. Oui, merci à tous pour votre attention. Merci Laurent. Et alors encore une fois, on a eu pas mal de questions. On n'a peut-être pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les adresser. On se fera un plaisir de vous répondre ultérieurement par mail et de vous faire un retour. Merci à tous et très bonne journée. Au revoir. Au revoir.